Visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Donald Trump dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza. La Suède sous le choc après la fusillade qui a fait 10 morts dans un centre d'enseignement pour adultes. C'est la pire fusillade de masse de l'histoire du pays, a déclaré le Premier ministre. En Sicile, l'heure est au nettoyage après les inondations et les glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. À Santorin, on respire un peu, les volcans ne sont pas la cause des tremblements de terre qui frappent la zone depuis plusieurs jours. Donald Trump annonce vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza. Le président américain s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en visite à la Maison-Blanche. Il affirme vouloir réinstaller les Gazaouis en Égypte et en Jordanie et n'exclut pas de déployer des troupes américaines pour soutenir la reconstruction de Gaza. The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont également évoqué la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Le président américain a déclaré que la création d'un État palestinien n'était plus une condition sine qua non pour Riyad, qui a fermement démenti ces affirmations dans un communiqué. De leur côté, l'Égypte, la Jordanie et d'autres pays arabes s'opposent toujours au déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza. La visite de Benjamin Netanyahou à Washington, la première d'un dirigeant étranger depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, intervient en pleine trêve de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Plusieurs otages israéliens ont déjà été libérés en échange de nombreux prisonniers palestiniens, mais la pression reste forte en Israël. Les proches d'otages, toujours détenus par le Hamas, continuent de manifester, comme ici devant l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, où ils ont demandé à Donald Trump de pousser pour la libération de tous les otages. Un choc national pour tout le pays. Voilà comment le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a qualifié la fusillade qui a eu lieu ce mardi à Örebro, dans un centre d'enseignement pour adultes. Un drame qui a plongé la nation dans l'obscurité selon le chef du gouvernement. Vi har idag sett ett brutalt dödligt våld mot helt oskyldiga människor. Det här är den värsta massskjutningen i svensk historia. Ännu saknas väldigt många svar. Och jag kan inte ge de svaren heller. Pour l'heure, peu d'informations ont été divulguées sur l'auteur des faits, car ce dernier n'est pas connu de la police selon les autorités locales. Elles ont ajouté qu'environ 10 personnes, dont le tireur, ont été tuées, sans préciser le nombre de blessés. Les circonstances du massacre restent elles aussi floues. Tout porte à croire que l'auteur a agi seul, sans motif idéologique, a précisé la police ce mercredi. Selon plusieurs médias locaux, l'homme vivait reclus, n'avait pas d'emploi et s'était éloigné de sa famille et de ses amis. En Sicile, l'heure est au nettoyage après les inondations et les glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, comme ici à Messine. Les pompiers ont indiqué être intervenus sur une centaine d'incidents, notamment pour sauver des automobilistes coincés dans leur véhicule. Ils ont également dû utiliser des bateaux gonflables pour secourir des habitants bloqués dans leur maison. Dimanche, un mois de pluie est tombé en seulement 4 heures dans certaines zones. On en sait un peu plus concernant les séismes qui se produisent depuis plusieurs jours près de l'île grecque de Santorin. Le maire de la ville s'est voulu rassurant car selon les scientifiques, les volcans toujours en activité près de Santorin ne sont pas la cause de ce phénomène. Ονομάζεται στη γλώσσα των σεισμολόγων μηνοσεισμοί και να εξηγήσω ότι σημερινός είναι ένας μήνος πουλιών του ίδιου είδους, του ίδιου μεγέθους, πολύ όμοιοι σε ένταση σεισμοί, που μπορεί να τελειώσει το φαινόμενο, αν το έχω καταλάβει καλά, με αυτούς τους μηνοσεισμούς ή με έναν μεγαλύτερο από αυτούς και να αρχίσει μετά η εκτόνωση.
Les centaines de tremblements de terre qui ont frappé cette zone de la mer Égée pourraient se poursuivre pendant des semaines avant de s'atténuer. Le plus fort d'entre eux a déjà atteint une magnitude de 5,1. Pour mémoire, en juillet 1956, un séisme de magnitude 7,7 avait frappé l'île d'Amorgos. Il s'en était suivi un tsunami dont les vagues avaient atteint 20 mètres de hauteur. Environ 10 000 personnes ont décidé d'évacuer les îles par précaution ces derniers jours. Des ferries et des avions supplémentaires ont été déployés. Beaucoup se réfugient à Athènes en attendant des jours meilleurs. Les écoles de Santorin et des îles voisines vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Le président syrien de transition Ahmed al-Shara est arrivé à Ankara mardi pour rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants devraient évoquer le redressement économique de la Syrie, ainsi que la présence des forces kurdes dans le nord du pays, que la Turquie considère comme une menace majeure. À son arrivée à Ankara, Ahmed al-Shara a été accueilli par le président turc et par des membres de la garde d'honneur, dans une cérémonie relativement modeste pour l'accueil d'un chef d'État. Après avoir pris le pouvoir à Damas en renversant Bachar al-Assad avec le groupe rebelle HTC en décembre, Ahmed al-Shara a été nommé la semaine dernière président de transition. Durant les 13 années de guerre civile qui ont ravagé la Syrie, Ankara a fortement soutenu les groupes opposés à Bachar el-Assad, ce qui fait désormais de la Turquie l'un des principaux alliés de la nouvelle administration. D'après le bureau de Recep Tayyip Erdogan, les discussions entre les deux dirigeants porteront sur les mesures à prendre pour assurer le redressement économique, la sécurité et la stabilité de la Syrie. Une famille syrienne accuse l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex de violation des droits de l'homme devant la Cour de justice de l'UE. La famille est arrivée en Grèce en 2016, où sa demande d'asile a été enregistrée. Mais à peine 11 jours plus tard, Frontex et les autorités grecques les ont placés de force sur un vol à destination de la Turquie, sans traiter leur demande d'asile ni émettre de décision de retour. Mardi, l'affaire a été portée devant la grande chambre de la Cour de justice de l'UE à Luxembourg. This case is important because it's the first case in which the court is going to answer the question whether Frontex can be held liable for fundamental rights violations at the EU external borders. And the court showed that it realizes the importance of the case by referring the case to the Grand Chamber. And this means that normally the court hears a case before a formation of 3 or 5 judges. But if it refers the case to the Grand Chamber, that means that 15 judges will hear the case. And it shows that the court acknowledges the importance of the question before it. Cette affaire pourrait établir un précédent juridique majeur en Europe. La Cour déterminera la responsabilité de Frontex en matière de respect des droits de l'homme avant, pendant et après les opérations frontalières. Contacté par Euronews, le porte-parole de Frontex n'a pas voulu évoquer les détails d'une affaire en cours, mais il affirme que les décisions d'expulsion relèvent de la compétence des États membres. Selon Christophe Borowski, il revient aux États membres de confirmer explicitement que les personnes pour lesquelles l'aide de Frontex est demandée ont fait l'objet d'une décision individuelle de retour. La décision de la Cour de justice de l'UE est attendue pour la fin de l'année. Cette affaire fait suite à la décision d'un tribunal italien qui a rejeté la semaine dernière l'expulsion de 43 demandeurs d'asile détenus en Albanie, dans le cadre du projet très controversé de Giorgia Meloni visant à externaliser les traitements de demandes d'asile en dehors des frontières de l'UE. L'organisation de protection des consommateurs Effectiva a appelé les Serbes à boycotter 5 grandes chaînes de magasins pour leurs prix qu'elle juge excessifs. L'association estime que l'inflation actuelle ne justifie pas l'ampleur de la hausse des prix constatée dans plusieurs enseignes. La Serbie est le dernier pays en date à se joindre au boycott qui a été lancé en Croatie et qui s'est rapidement étendu aux autres pays des Balkans. Pa ja ne znam da li je bojkot prodavnice, ja pošla onako. Aha. A jel mislite da su visoke cene? Mislim. Za koje proizvode posebno? Pa uglavnom gde idem po akcijama za prehranu. Morala sam da dođem do prodavnice, a inače, mislim, ne znam, nisam baš u političkim vodama. Ok, jel mislite da su cene visoke u prodavnici? Pa sve je poskupelo, to je činjenica. Euronews s'est entretenu avec un professeur d'économie de l'université de Belgrade. Selon lui, le succès d'un boycott dépend de plusieurs facteurs. Sa durée, le niveau d'action collective des consommateurs et la manière dont les chaînes de magasins réagissent au boycott.
Face à l'inflation, le gouvernement serbe a déjà reconnu que les prix devaient être régulés. Već neko vreme unazad stručnjaci apeluju da se analizira celokupan lanac i da se vidi gde je u tom lancu tačno dodat taj višak vrednosti, odnosno gde je došlo do porasta cene koja uzrokuje to da finalni potrošači očigledno znatno više plaćaju određene kategorije artikala kod nas nego što je to slučaj u nekim zapadnoevropskim zemljama. Selon les experts, les prix ne baisseront pas sans une intervention directe du gouvernement. Lui seul peut introduire des subventions pour les produits alimentaires de base, faciliter l'entrée de nouveaux vendeurs sur le marché et réduire la dépendance à l'égard des importations en encourageant la production nationale. Proizvođači i trgovinski lanci, sada nije samo na trgovinskim lancima krivica, vide da prosto imaju tu moć da ovde diktiraju visoke cene i da su naši potrošači spremni da ih plate, dok na nekim drugim tržištima nisu spremni da ih plate i tamo moraju da idu sa nižim maržama i to i rade. Naravno, ukoliko se ovde pokaže da i ovde potrošači su spremni da kazne takvo ponašanje, onda će i oni promeniti to i spustiti cene. Les consommateurs croates ont été les premiers des Balkans à participer au boycott, qui s'est avéré extrêmement efficace. L'initiative a été lancée par le groupe croate de défense des droits des consommateurs, Allo Inspector. Selon un rapport de l'administration fiscale croate, le boycott a fait chuter les ventes de 53% par rapport à la semaine précédente. Un conseiller de Allo Inspector espère que le boycott enverra un message clair aux autorités et conduira à la création d'un mécanisme de régulation et de contrôle du marché.